podcast Binge Audio. Le futur en soi, c'est un procédé technique dans la science-fiction. De la même façon que dans le roman historique, on avait en l'an 1800, ... Le détour par le passé ou le détour par le futur, ça n'a pas forcément un lien avec « oui, je vais imaginer sérieusement ce qui s'est passé en 1800, ... ou ce qui va se passer en 2050 ». Non, c'est pas ça le boulot. Le boulot consiste à déplacer les lectrices et les lecteurs et les faire penser, les faire réfléchir, tout en les distrayant, bien sûr. Il ne s'agit pas d'emmerder le monde, mais le boulot n'est pas, encore une fois, un boulot de prospectiviste. Je discute avec Elisabeth von Harbour, autrice, ou plutôt écrivaine de science-fiction depuis plus de 40 ans. Plus de 5000 km nous séparent, et pourtant on réussit à se parler. Elle devant sa bibliothèque, dans sa maison de Chicoutimi, au Québec, un chat gris sur les genoux, près d'une fenêtre qui donne sur les écureuils. Moi dans la pièce qui me sert de bureau depuis la crise sanitaire qui nous a tous forcés à rester chez nous, qu'on soit au Canada, en France ou partout ailleurs. Je me suis dit qu'Elisabeth von Harbour doit avoir des clés pour m'aider à imaginer le monde du futur, le monde entre maintenant et beaucoup plus loin. Vous écoutez 100 000 ans, et dans ce 6e et dernier chapitre, on va parler de mai 68, des manuscrits extraterrestres et de l'espoir comme muscle. Elisabeth von Harbour, est-ce que vous avez un truc ou une méthode pour vous projeter dans le futur ? On a un outil qui est extrêmement puissant, qui est « et si c'était autrement ?» Tout simplement même « et si ?» en mode conditionnel. Et si, Napoléon, le cas classique, Napoléon avait gagné à Waterloo, qu'est-ce qui se passerait ? C'est le mécanisme de l'Uchronie, ces histoires parallèles, avec justement les effets papillons qui tuent, là, plus on s'écarte de l'événement clé. Dans une série de romans qui s'appelle « Reine de mémoire », j'ai choisi comme point de divergence avec notre univers à nous, le fait que Jésus a une sœur jumelle. Eh bien, à partir de là, il a fallu que je refasse l'histoire du monde au complet. Je vous dis, ça n'a pas été de la tarte. C'est-à-dire qu'on pose des hypothèses de départ, on essaie d'en tirer les plus de conséquences possibles. Si A, alors B. Si B égale, alors C et D. Oui, mais si C n'est pas la même chose. Enfin bref, vous voyez, ce genre de... C'est vraiment une construction. C'est quelque chose de, en surface, très rationnel. Et je pense que c'est ce que font aussi les scientifiques qui élaborent des hypothèses pour mettre en place des expériences de laboratoire. On passe par ce qu'on aime appeler le contrefactuel. Et toutes les sciences passent par le contrefactuel. C'est-à-dire que toutes les sciences font un saut par ce qui pourrait être pour déterminer ce qui est. Et c'est ce que j'aime dans la science-fiction, évidemment. Les auteuristes de science-fiction ont souvent une formation, sinon une formation scientifique, du moins une curiosité scientifique. Et donc, quand il y a des coïncidences ou des effets de clairvoyance, c'est pas forcément miraculeux, c'est pas forcément « oh, quelle imagination grandiose », c'est juste que « bah oui, j'ai lu ça avant vous ». Par exemple, on fait beaucoup de cas de Jules Verne. Prenons Tonton Jules, c'est celui qu'on connaît en général. Jules Verne avait connaissance d'un certain nombre de choses qui lui a permis d'écrire sur le Nautilus ou le point de départ des fusées, etc., qui sont étonnamment, mais non, pas étonnamment du tout, quelque part en Floride, là où c'est bien plus facile d'envoyer quelque chose. Même en étant très renseignée sur les avancées scientifiques, le travail d'écrivaine de science-fiction me paraît pharaonique. Car les livres d'Elisabeth von Harbour sont d'énormes pavés en plusieurs tomes dans lesquels elle décrit des mondes différents du nôtre, mais dans les moindres détails, des mondes qui paraissent cohérents et même possibles. Comme La société matriarcale de Chronique du pays des mers, un roman qu'elle a commencé en 1977 et terminé 15 ans plus tard. Il y a eu un problème génétique avec l'humanité, il naît beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc il s'est installé une civilisation fondamentalement féminine. Il reste peu de matières premières, tout a été bouffé par la civilisation précédente, donc on réutilise, on récupère, on recycle. Et en particulier, on commence à retrouver des cités souterraines. Et à un moment donné, on trouve une cache
qui est en fait un musée. Et ça a un impact psychologique et spirituel énorme sur cette civilisation, sur ces femmes, parce que d'un côté, elles ne comprennent pas certaines des œuvres qu'elles voient là, et certains des objets qu'elles voient là, et elles essaient de reconstituer la mentalité que pouvaient avoir les gens qui ont fabriqué ces objets, ou qui ont peint, ou qui ont écrit, parce qu'on arrive à déchiffrer un peu une partie des langues, qui ont écrit ces choses qui ne correspondent pas du tout à leur expérience. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les histoires que se racontent les êtres humains. Comment elles vivent, comment elles meurent, comment elles se transmettent, comment elles se transforment, comment elles tuent, comment elles font vivre. Elisabeth von Harbour découvre la science-fiction à l'âge de 16 ans. Et elle invente ses premiers univers en s'inspirant des songes étranges qui lui viennent la nuit. Quelques années plus tard, elle est étudiante en lettres modernes à Dijon, quand mai 68 lui fait espérer une révolution féministe. J'étais prête à devenir une décrocheuse, j'étais prête à quitter l'université, je sais pas ce que j'aurais fait. Et alors en plus, c'était un moment de science-fiction, c'était un moment où les choses pouvaient changer, où tout d'un coup, on se parlait, on partageait des choses, on créait, waouh. Mais ce rêve-là est de courte durée. Curieusement, c'était toujours les filles qui balayaient après les réunions, ou qui faisaient la vaisselle. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé la littérature de science-fiction. C'était moderne, c'était philosophique, c'était sociologique, c'était « Oh, waouh !» Un monde entier se découvrait à mes yeux. Alors là, je me suis mise à lire férocement. C'était des êtres exotiques, des lieux lointains, des aventures. Et c'était bien, parce que ça parlait pas de moi. C'est pour ça que je dis que la science-fiction m'a choisie, parce que si je n'avais pas rencontré la science-fiction, je pense que je n'aurais jamais écrit. Et c'est quoi l'horizon le plus lointain dans lequel vous vous êtes projeté ? C'est 1000 ans. Oui, 1000 ans. On se promène sur 1000 ans, plusieurs générations, 2 planètes. Et là, on a besoin d'un truc technique pour se promener. Et donc, en général, j'utilise le thème de l'immortalité. Une immortalité qui est relative en général, ou qui vous est imposée sans qu'on comprenne pourquoi. Mais techniquement, c'est pratique. On a quelqu'un qui a un point de vue, qui vient de quelque part, qui évolue jusqu'à un certain point. On peut en tirer des effets affectifs extrêmement intéressants quand on voit le même décor 500 ou 800 ans après et les réactions du personnage qui se rappelle telle chose et ça a changé, enfin bref, tout ça. Et pourquoi pas 100 000 ans ? Je ne me projette pas aussi loin parce que d'un point de vue technique, plus on se projette loin dans l'avenir, plus il faut reconstituer ce qui peut s'être passé entre-temps. Et d'une part, il faut avoir beaucoup d'imagination. D'autre part, il faut avoir des connaissances extrêmement variées pour essayer de rassembler un maximum de paramètres qui sont susceptibles de modifier tel développement. Donc, ça devient horriblement compliqué. J'ai rendez-vous à Paris avec un homme dont le travail, c'est justement de se projeter aussi loin que 100 000 ans. Bonjour, je suis désolée, j'avais oublié mes masques et... D'accord. Est-ce que vous préférez que je mette le mien ou... Charles Gauthier est enseignant et chercheur en graphisme et sciences du langage. Depuis 1 an, il travaille sur la signalétique des sites d'enfouissement et de stockage des déchets radioactifs. Ce qui m'a convaincu, je dirais, c'est de comprendre que, en fait, la plupart des déchets radioactifs étaient déjà existants, qu'ils avaient déjà été créés depuis qu'on a fait le choix en France du nucléaire, donc depuis les années 60, et que ces déchets radioactifs, ils sont existants, ils sont là. Il faut trouver une méthode plus adéquate pour gérer ces types de déchets. Et c'est comme ça aussi que je me suis lancé dans ce projet, et puis aussi parce que ça demande des compétences et des connaissances dans des milieux différents. Et du coup, je vais collaborer avec à la fois des linguistes, des historiens, des préhistoriens, des sémiologues, des graphistes, des architectes, etc. Pour élaborer le projet, Charles Gauthier et son collègue Sébastien Noguera se sont d'abord posé la question de ce qui est le plus durable dans les moyens de communication des êtres humains. Quelle langue faudrait utiliser, par exemple ? L'histoire nous montre que les langues, finalement, elles évoluent beaucoup, elles évoluent rapidement et elles n'ont pas une grande durabilité, on va dire. Elles peuvent avoir 500 ans, 1000 ans, pour les plus anciennes, 3000 ou 4000 ans. On peut imaginer que le graphisme a une sorte de pérennité plus importante.
Dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, des archéologues ont découvert un morceau de caillou de quelques centimètres, recouvert de traits de couleur ocre, qui se croisent et se recroisent. C'est le dessin le plus ancien tracé par un être humain, et il date de 73 000 ans. C'est beaucoup, quand on sait que les premières traces d'écriture remontent à seulement 5 000 ans. Au XVIIIe ou au XIXe siècle, on pensait que les premiers hommes de la préhistoire étaient des sauvages, des barbares, qu'ils étaient très différents de nous, qui représentaient l'enfance de l'humanité, etc. Et aujourd'hui, les préhistoriens estiment que ça se discute réellement et qu'en réalité, ils étaient beaucoup plus proches de nous. Je pense qu'on s'en rend bien compte quand on va visiter des grottes ornées, comme Chauvet ou Lascaux, où là, par exemple, sur mon bureau, j'ai ce qu'on appelle la dame à la capuche qui a 29 000 ans. La dame à la capuche, c'est la dame de Brassempouy, une statuette en ivoire considérée comme la plus vieille représentation d'un visage humain. On se rend compte que pour avoir fait ce qu'ils ont fait, il fallait quand même avoir déjà un cerveau très développé, une intelligence, une capacité à se projeter. D'ailleurs, une des choses que les préhistoriens et les spécialistes d'art préhistorique ont constaté, c'est que les dessins qui se trouvent dans les grottes, qu'elles soient en France, en Espagne ou dans d'autres endroits du monde, ont énormément de points communs. Et ils s'étonnent beaucoup de cette universalité, en quelque sorte. Voilà. Parce qu'il estime qu'on est, nous, humains d'aujourd'hui, assez proches des humains qui ont décoré les grottes préhistoriques, Charles Gauthier veut faire appel à l'intelligence des humains qui seront sur Terre après nous. Contrairement à la Finlande, par exemple, qui adopte pour le moment la stratégie de l'oubli et non de la mémoire. Si le site est oublié, personne n'aura le désir d'aller le visiter. D'autres ont pensé installer des monuments où les gens seraient forcés finalement de quitter les lieux parce que sinon ils risqueraient de se blesser, etc. Ou alors créer un lieu qui sentirait tellement mauvais qu'on serait obligé de partir, etc. L'idée qu'on a eue avec Sébastien, c'est d'utiliser plusieurs méthodes en espérant qu'une de ces méthodes sera comprise. Donc la première des méthodes, c'est d'inscrire par exemple un message, non pas seulement en indiquant, mais parce qu'indiquer, ça peut intriguer, ça peut donner envie, etc., d'aller creuser, d'aller voir, mais aussi expliquer qu'est-ce qui se trouve et informer autant que possible les futures générations de la présence de ces déchets à cet endroit-là. J'aime bien prendre cet exemple du mythe de la Genèse où Dieu prévient Adam et Ève et leur dit, sans vraiment leur expliquer, de ne pas manger la pomme interdite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ève croque dans la pomme interdite, on va dire. S'il avait expliqué réellement ce qui allait se passer si elle croquait dans ce fruit, peut-être qu'elle aurait hésité. Vous avez parlé d'Adam et Ève. Pourquoi, dans le cadre de votre projet de mémoire de ces déchets, il n'y a pas l'idée d'une légende orale ? C'était la proposition d'un sémiologue américain qui s'appelait Thomas Seabock, qui lui pensait que les langues et les signes ne dureraient pas suffisamment longtemps. Et il pensait qu'il fallait créer ce qu'il appelait un clergé de la radioactivité, qui aurait la charge de transmettre oralement, s'il le faut, via des sortes de messes, etc., de génération en génération, la mémoire de ce site de stockage. On en arrive à des projets qui n'ont rien à envier aux romans de science-fiction. Thomas Ebehock et un groupe de penseurs américains appelé le Human Interference Task Force voulaient vraiment s'inspirer de la religion catholique, dont les rites perdurent depuis plus de 2000 ans. Une sémiologue française, membre de ce même groupe, Françoise Bastide, a développé une idée encore plus saugrenue. C'est l'idée des radio-chats. Comme les chats sont domestiqués par l'homme depuis la nuit des temps, il y a fort à parier qu'ils vont rester aux côtés de l'humanité pendant encore un bon bout de temps. Et elle propose de les modifier génétiquement pour qu'ils changent de couleur en présence de rayonnements radioactifs. Et le plus fou, c'est que devant l'ampleur de la tâche, aucune de ces hypothèses n'est officiellement écartée. Pour le moment, Charles Gauthier et Sébastien Noguera se dirigent plutôt vers une solution monumentale. Ils me montrent différentes esquisses. Alors, il y a des sortes de stèles en forme de visage grimaçant, tournés vers le ciel, des sols recouverts de dents pointues, et des projets avec plus ou moins de texte et plus ou moins de dessins.
Là, vous êtes en train de me montrer le symbole radioactif, mais un peu un mix entre le symbole radioactif et la grenouille venimeuse. Voilà, c'est ça. C'est l'hybridation proposée par Sébastien pour en quelque sorte proposer un nouveau symbole de radioactivité. On pense qu'il faudrait la coupler à une explication. Comment dire, un peu comme une bande dessinée avec toute une narration où l'idée, ça serait d'essayer de comprendre ce qui se trouve sur ce site de stockage avec en quelque sorte différentes écritures et aussi des clés de compréhension des écritures, des clés de lecture et des dessins. Donc c'est un peu une sorte de communication plurimodale. Quelle sera la réaction des humains de demain quand ils découvriront les monuments qu'on leur laisse ? Sauront-ils les comprendre ? Ou seront-ils désemparés, comme les personnages du roman d'Elisabeth von Harbour devant les œuvres du musée qu'elles ont sorties de l'oubli ? D'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'on s'adresse à des humains à proprement parler. Il y a un roman de science-fiction qui se projette sur beaucoup plus de 100 000 ans. Il a été écrit en 1930 par l'auteur britannique Olaf Stapledon. Ça s'appelle « Les derniers et les premiers ». Et ça relate l'histoire de l'humanité sur 2 milliards d'années. Sur Terre se succèdent 18 types d'humains différents. Homo sapiens n'est que le premier d'une longue lignée. Est-ce que ça équivaut pas un peu à tous ces programmes de communication avec les extraterrestres ? Vous voyez là ces capsules qui ont été envoyées dans l'espace, etc. Est-ce que ça a été une inspiration pour vous ? Oui, ça a été une